35 ans d'écriture. Stanley Péan est avec nous aujourd'hui. Bonjour Stanley, je suis absolument ravi que tu sois avec nous ce matin. Bonjour, Stanley. Bonjour Sylvie, bonjour Winston, je suis content d'être avec vous aussi. Une trentaine de livres plus tard, quand même, c'est colossal. Je mesure mes mots comme entreprise. Et là, tu publies simultanément euh, trois livres. Il y a une réédition, il y a une réédition. Il y a en même temps une suite pour Fuite, cette espèce d'album que tu avais concocté avec l'illustrateur Girard, qui aussi fait partie prenante de ce que tu as publié et dont je crois tu es très fier. C'est une nouvelle que tu publies. Et il y a la bio de Michel Donato que Ouais. tu as pris 5 ans à écrire. Fait qu'on va y aller par ordre. Lequel tu veux commencer, Stanley? Ben, je vais dire une chose d'abord sur les 35 ans. C'est vrai que j'ai publié très tôt dans ma vie. Mon premier recueil de nouvelles, La plage des songes, est sorti, j'avais 22 ans. Ce sont des nouvelles écrites à la fin de mon adolescence, au début de ma vingtaine. Et ça faisait 15 ans qu'il n'était plus disponible. Je voulais le voir reparaître, ne serait-ce que pour permettre de voir les jalons. C'est là que ça commence, puis c'est là qu'on est rendu avec Carte postale d'Outre-Monde. Ben, je pense que tu as comme euh, une affinité, en tout cas, ça me semble ça, avec les nouvelles, la Ben, nouvelle. c'est mon genre littéraire préféré, et ça depuis toujours. Je veux dire, j'ai lu des romans, j'ai écrit des romans, mais je dois avouer que depuis l'adolescence, c'est la forme qui me convient le mieux, tant comme lecteur que comme écrivain. Mes écrivains préférés, règle générale, sont des auteurs de nouvelles, que ce soit ici au Québec, des gens comme Claude Mathieu, comme Gilles Archambault, que ce soit aux États-Unis, des gens comme Harlan Ellison, Richard Matheson. Ce sont ces écrivains-là qui m'ont formé, qui ont marqué mon imaginaire et ma manière de concevoir un texte littéraire. J'aimerais ça que tu nous racontes un peu l'aventure de de ces dernières nouvelles. Tu l'as fait en collaboration avec un illustrateur, t'accompagné aussi pour Fuite, cette espèce de bande dessinée absolument merveilleuse. Et Absolument. et pendant que tu vas m'en parler, je vais illustrer aussi quelques-unes des nouvelles, parce que toutes les nouvelles sont illustrées, et je vais en montrer quelques-unes pendant que tu nous racontes un petit peu cette aventure. Ben voilà, on a fait Fuite, Jean-Michel Girard et moi, l'année dernière. C'est paru j'allais dire sous étiquette, ma déformation d'animateur de musique. C'est paru chez Main Libre l'an dernier, Fuite, et on travaille sur le deuxième tome. C'est à suivre, cette histoire. Et puis Jean-Michel, qui travaille comme illustrateur commercial, il a fait l'expérience donc de l'illustration de création avec Fuite, et s'est mis à dessiner des illustrations qui n'étaient pas commandées par ses divers clients. Et il m'en a montré une ou deux, puis il me dit, qu'est-ce que ça t'inspire? Et je me suis dit, ah ben tiens, par exemple, celle-là, c'est arrivé assez tard dans le processus, c'est sa préférée à lui, Jean-Michel. On le reconnaît presque, même si le personnage ne lui ressemble pas, mais c'est les heures à la planche à dessin qu'il veut montrer là. Et donc, il m'en a montré une ou deux, puis je me suis dit, ah, ben, il y aurait peut-être possibilité de faire des nouvelles à partir de ça, comme ça, qu'il appelle Seul dans l'univers, que j'ai transformé en Temps manquant, une histoire de science-fiction. Et donc, on a commencé comme ça, puis je me suis dit, il y a quelque chose là qui serait intéressant là, en marge de Fuite, en marge d'Isabelle Watson, de faire un album illustré, un recueil de nouvelles illustrées, 35 nouvelles, 35 illustrations pour mes 35 ans. Alors, je l'ai proposé tout de suite à nos amis de Main Libre qui ont embarqué, d'autant plus qu'ils voulaient aussi le Donato. Alors, je leur ai dit, je vous donne le Donato, mais on fait aussi le carte postale d'Outre-Monde. Celle-là, c'est Londres et la pluie. J'aime l'expression cette année, je leur ai donné. Ben, c'est ça qu'on fait, hein. Une fois que le livre, on l'a créé, on le confie à un éditeur qui, lui, va l'offrir au public, mais on donne un livre en quelque part à son éditeur, puis c'est à lui maintenant de faire quelque chose qui va rassembler des lecteurs. Par exemple, celle-ci, qui est un mannequin Alors, vêtu. il m'offre celle-là, Jean-Michel, puis il me dit, ah, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ça s'appelle Habillez-moi ça, c'est son titre à lui. Je n'ai pas gardé toujours le titre du tableau. Je l'ai changé pour Revêtez-moi. Alors, à ce moment-là, c'est la robe qui parle.
Et donc, j'ai inventé une histoire particulière de hantise, une histoire de spectre qui se passe en France au siècle, j'allais dire du siècle dernier, mais le siècle dernier, c'est le 20e. À l'autre d'avant, et donc, au début de la haute couture, une histoire de sorcière et de robe enchantée. Donc, vraiment, je me suis senti très libre d'aller où je voulais avec les images de Jean-Michel. Et à 3 exceptions près, ce sont vraiment les images qui ont imposé le point de départ de la nouvelle, alors que dans trois cas, j'avais ma nouvelle, puis je lui disais, j'ai besoin d'une chaise berçante haïtienne traditionnelle en rotin. Alors, il y a une autre 3 comme ça dans le recueil c'était le processus inverse où là, je dis non, je veux très clairement ceci. Par exemple, la dernière du recueil qui s'appelle La Bonne Étoile, c'est une nouvelle que j'ai lue à mon émission, un soir où je recevais pour Noël Gilles Archambault. On avait chacun un texte qu'on allait lire au public. Puis j'ai dit, ah tiens, elle peut entrer dans ce projet-là à condition que Jean-Michel me fasse le portrait du personnage narrateur. Et puis là, à ce moment-là, je lui ai rien imposé. Je lui ai donné à lire la nouvelle. Puis il nous a fait ce vieil homme qui se promène dans une foule au crépuscule. Le crépuscule, c'est tôt dans le temps de Noël. C'est aux alentours de 3 heures de l'après-midi. Là, moi, je veux qu'on parle de cette biographie. D'abord, Michel Donato, c'est un ami pour toi. Il était, ça a toujours été un musicien que j'appréciais beaucoup, puis que je le croisais, j'allais le voir en spectacle. Il est devenu un ami au fil des 5 ans et demi. Précédemment, Michel m'avait demandé à 2 reprises d'écrire la préface d'albums qui sortaient, entre autres un album de Noël avec Pierre Leduc et Richard Provençal, un autre, le même groupe qui s'appelait Déjà Jazz, l'album. Et à partir de 2017, il commence à me talonner avec l'idée qu'il voudrait que j'écrive sa biographie. Puis au début, c'était non, 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 Michel. Je blaguais avec ça quand on se croisait au Upstairs ou au Diaison. Je lui disais, ah, écoute, c'est beaucoup trop d'ouvrages faire ça. Je veux dire, regarde ta carrière, là, 60 ans de carrière, ça va prendre un temps fou faire ça. J'ai pas le temps de faire ça. Mais il a tenu bon, il a tenu bon. Et j'ai fini par céder un midi où il m'a emmené manger des sushis. J'ai dit, bon, on va le faire. Ah, la magie des sushis. Fin 2017, donc on a commencé début 2018 par des rencontres. Il venait chez moi une fois par semaine, le mardi midi. On faisait à manger, soit je le faisais seul, soit c'était lui, soit finalement ça a fini par être toujours moi. Il emmenait le vin, on s'installait, puis pendant quelques semaines, il me racontait un peu sa vie. Je posais des questions et je me rendais bien compte qu'il allait falloir plus que sa mémoire plus ou moins défaillante ou imprécise de certains événements. Et à partir peut-être de la 7e semaine, on s'est mis à accueillir dans nos rendez-vous du mardi midi des gens qui ont travaillé avec lui, là, que ce soit Pierre Leduc, Karen Young, François Dompierre, Ron DiLauro, Jean-Pierre Zanella. Le tout Montréal Jazz d'une certaine génération a défilé chez moi et des élèves à lui aussi, Frédéric Darvaux, Frédéric Allary, qui sont venus raconter leur Donato. Puis à un moment donné, il m'a dit, oui, mais il y a aussi toute mon équipe de Toronto. J'ai dit, on va aller à Toronto, Michel. Alors, on est parti, c'était en 2019 à ce moment-là. On a loué un petit appartement pour une semaine à Toronto. Puis, on défilé les vieux copains de Michel, les Dave Young, les Terry Clark, tout ce monde-là qui avait travaillé avec lui dans les années 70 sont venus témoigner aussi de ce que c'était que la relation avec Michel, puis des anecdotes et tout. Après ça, il faut faire le tri des anecdotes, puis les organiser pour en faire un récit intéressant. Puis dès le début, j'avais dit à Michel, moi, je vois une construction presque cinématographique. Le début de l'histoire, c'est son ACV de l'été 2000. Et là, à partir de la CV, on recule dans le temps, puis on fait un va-et-vient, parce qu'on revient toujours à la CV puis à ses séquelles, qui auraient pu être beaucoup plus graves qu'elles l'ont été. Michel a vraiment redouté de ne plus pouvoir jouer de la musique, se demandant qu'est-ce que je vais devenir si je ne suis pas contrebassiste. Quand tu as fait ça toute ta vie, qu'est-ce que tu fais quand tu ne peux plus le faire? Et donc, c'est donc au cœur du récit, c'est comme ça que je l'ai organisé. Puis bon, il y a tellement de choses qu'il a faites que lui-même avait oublié, c'est la recherche documentaire, juste établir la discographie qui est incomplète, et je le dis dans le livre. Il est, dans les années 60, s'il est sur un disque de musique populaire, de chansons populaires, il se peut très bien qu'il ne soit pas crédité, il n'est pas au générique. Ça va nous dire avec l'orchestre de. Puis là, il faut essayer de savoir, est-ce que sur ce disque-là, l'orchestre de, que ce soit Dompierre, Tremblay, tous les chefs d'orchestre qui ont travaillé, est-ce qu'il était là sur la séance?
Ça a pris un temps fou faire ça, 5 ans et demi. En même temps, Michel me mettait beaucoup, beaucoup de pression dessus en me disant, ben là, il faut que ça sorte pendant que mes yeux sont encore ouverts. J'ai réussi. Et il y a tout aussi, les musiciens avec lesquels il a travaillé qui sont disparus maintenant, là, qu'on parle de Vic Vocal, qu'on parle de... Il y a plein Mais de... Vic, tu vois, on a eu la chance d'aller chez Vic. Donc, Vic a pu témoigner, nous raconter comment, dans les premiers temps, par exemple, c'est une anecdote qui est dans le livre, dans les premiers temps, il y avait une fille qui tournait autour de l'orchestre avec les yeux sur Michel. Et Michel avait 16 ou 17 ans, puis Vic a dit à la fille, écoute, il est trop jeune pour toi, tu vas sortir avec moi à la place. Donc, il est très content de raconter ça, Vic, à ce moment-là. Puis il y a Vic qui nous a quittés parmi les témoins. Comment s'appelle-t-il? Michel Garneau, le poète, qui était un des plus anciens amis de Michel, qui nous a quittés aussi, à qui on a dédié le livre d'ailleurs, parce que lui, il avait une mémoire vraiment impeccable. Quand on est allé chez lui en Estrie, on a passé 4 heures. Je pense que j'ai posé 2 questions. Puis, Garneau y est allé de tous ses souvenirs avec Michel, puis certains extrêmement savoureux. Donc, c'est un peu comme ça que s'est construite la biographie. Puis, il fallait à un moment donné mettre un point final à ça, mais je sais que tout n'y est pas. Ben, c'est ça, c'est une biographie exhaustive, au-delà de 400 pages, et aussi garnie d'illustrations. Il y a des photos, oui, Il y justement. a des photos extra... Et le chapitre 22, là, il y a un florilège de photos vraiment super amusant. Oui, et c'est ça. Là, encore une fois, c'est une sélection. Ça vient des archives de Lorraine Desmarais, de Michel, de Jean-Pierre Zanella, des photos de studio, des photos d'enregistrement de disques, des photos de pochettes de disques, pour donner, pour ajouter au visuel, justement, de ce récit. Et puis, Stanley, il y aura un lancement spécial au Dièse 11. Peux-tu nous en parler et faire de l'invitation? Ben oui, on peut faire l'invitation. C'est lundi 20 novembre que Michel et moi serons là pour rencontrer les gens qui auront envie d'acheter le livre, de le faire signer par Michel et moi. Donc, au Dièse 11 sur un 5 à 7. Je suppose que le Tout Jazz Montréal y sera. Il y a beaucoup de musiciens qui ont déjà confirmé leur présence. Donc, ça devrait être pour moi, je veux que ce soit un grand hommage à ce que Michel représente pour nous. Michel, on parle de jazz, mais Michel, c'est tellement plus large aussi. Michel a accompagné Félix Leclerc, Edith Butler, Bruce Cockburn, Ginette Renault. Il est partout dans la musique populaire et savante du Québec. Alors, c'est un monument et pour moi, c'est important qu'on soit là pour lui dire merci, en fait, d'avoir fait tout ce qu'il a fait. Il a formé aussi des musiciens, je veux dire, son enseignement était... Des générations et des générations dans des cadres académiques, que ce soit à l'université, à Vincent d'Indy, je dis l'université, les universités où il a enseigné, mais aussi dans ses groupes, quand je veux dire, il nous raconte dans le livre, quand il décide qu'il prend sous son aile André Leroux, qui à l'époque n'est absolument pas connu. Il décide qu'il fait des concerts avec ce jeune saxophoniste dont il sent le potentiel. Donc, ça aussi, c'est une sorte d'enseignement, même si ce n'est pas dans une salle de classe. Oui, tellement. Ben, il a même été, il a eu le privilège d'être le voisin de Winston McQuaid à Toronto. Non. Alors, oui, c'est dire. Tu vois, il manque un petit chapitre, là. C'est pour la prochaine édition. Pour la révision, quoi. Alors, oui. Écoute, il y a un 3e livre qui fait partie de ce lancement, réédition. De la plage des songes. Et c'est encore une fois des nouvelles. Ce sont des nouvelles. C'est comme ça que j'ai débuté. Alors, la plage des songes, comme je disais tout à l'heure, fin d'adolescence, début vingtaine, 8 nouvelles qui disaient ce que je percevais de ce métissage culturel dont je suis le fruit. Je suis d'origine haïtienne, j'ai grandi au Saguenay. Donc, les nouvelles mettent en scène des Haïtiens qui vivent au Québec, soit au Saguenay, soit à Montréal, soit à Québec, des villes que j'ai bien connues, et donc qui essaient de définir qu'est-ce qui se passait dans le Québec de cette époque-là. Le Québec changeait, le Québec s'était ouvert à l'immigration depuis déjà 2 décennies au moins, de manière massive, l'immigration haïtienne. Et donc, de dire cette réalité-là à travers des histoires fantastiques, parce que c'est le genre, on parle de la nouvelle, mais aussi beaucoup de mes nouvelles donne dans le fantastique. Et pour moi, c'est une manière spéciale de jeter une lumière sur la réalité, le fantastique. J'aimerais, bon, toi, tu vas être présent au Salon du Livre, évidemment. Tu vas être là pour le week-end, j'imagine? Oui, il y a le vendredi après-midi,
au milieu d'après-midi, il y a Melika Abdelmoumen, qui est la rédactrice en chef de Lettres québécoises, qui va animer une causerie justement sur mes 35 ans d'écriture. On est des vieux copains, on se connaît depuis une bonne vingtaine d'années. Et donc, elle me dit avoir relu absolument tout, donc les 30 ouvrages, et qu'elle aura des questions pour essayer de voir le panorama de qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 35 années-là. Et puis, donc, tout de suite après, le vendredi fin d'après-midi, je serai en séance de signature, puis ce sera pareil pour samedi et dimanche. Je serai présent pour rencontrer les gens. Entre-temps, on peut t'entendre dans Quand le jazz est là sur les ondes de Ici Musique. Quand le jazz est là, du lundi au jeudi à 22h, suivi de Soul la nuit, de minuit à 1h. Puis le dimanche soir, il y a une autre émission de jazz, mais celle-là, jazz vocal, la boîte de jazz à 19h. Les projets immédiats après le Salon du Livre ressemblent à quoi cette année? Ben, je suis en train de mettre la main à un autre livre qui sort en février, qui s'appelle Noir Satin, qui est un recueil d'essais sur le jazz, mais plus particulièrement sur les artistes féminines, compositrices, musiciennes, qui sont un peu négligées par l'histoire du jazz, des gens qui ont été des grandes vedettes et qui sont tombés dans l'oubli. Pas les chanteuses, on les connaît toutes, les chanteuses, mais des compositrices comme Mary Lou Williams, comme Dorothy Ashby. Ces femmes-là qui ont compté puis qu'on a comme tassé, parce qu'il faut bien le dire, l'histoire du jazz, comme l'histoire peut-être en général, a un petit côté phallocrate. Génial, parce que en même temps, quand on dit le mot jazz, tout de suite, ton image revient en premier plan. Et ce que tu fais pour le jazz, ce que tu fais pour l'écriture, en littérature, je trouve ça absolument fabuleux. Tu mènes une très belle carrière dont nous, les Québécois, les intéressés par la culture en général, sommes très, très fiers. Merci beaucoup, Stanley, pour ta... Merci à vous deux. C'est un plaisir de vous parler. À très bientôt.